Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme d'habitude, je suis avec Charles Gave. Bonjour Charles. Toujours là. Toujours là, c'est sympa de vous avoir quand même. De moins en moins présent, vous savez, avec l'âge, on baisse, mais enfin, c'est pas grave. Surtout que j'ai eu un petit aligot à midi et ça nourrit pas tellement la cervelle, l'aligot. Ouais. Oui, c'est sûr. Je crois que c'est pas fait pour. Enfin bon, en même temps, en hiver, on va pas vous le reprocher, c'est fait pour aussi. Voilà, exactement. Et à un moment donné, on n'est pas non plus obligé d'être sur un régime ultra protéiné à chaque fois. Oui. Pareil, comme chaque mois de décembre, j'ai un petit rhume, donc je vais essayer de pas vous le refiler. Déjà, ça va être pas mal. Et je vais essayer de pas renifler trop non plus pendant cette émission. Voilà. C'est une bonne idée, ça. Je voudrais aborder, alors, en long, en large et en travers, la question de la politique française. En fait, on va tourner beaucoup là-dessus aujourd'hui. Vous tombez sur un spécialiste, là. Notamment sur la question de cette fameuse loi immigration qui, à ma propre surprise, n'a pas été votée hier à l'Assemblée nationale. Donc, loi qui était vraiment portée... Elle n'a pas été votée, mais d'une façon bizarre, non? Elle n'a pas été... Oui. Elle a été refusée. Enfin, je sais pas. C'est une espèce de procédure où on disait qu'on la voulait pas. Oui, c'est ça. C'est une motion de rejet. Motion de rejet. Voilà. Et donc, la motion de rejet a été adoptée, sachant que elle a été adoptée à 5 voix près et qu'il manquait 5 députés macronistes à l'Assemblée nationale. Donc, j'imagine qu'ils se sont fait gronder après, parce que là, c'est quand même dommage pour eux. Donc voilà, motion de rejet, notamment en fait grâce ou à cause, selon là où on se place, grâce aux LR qui n'ont pas voulu voter ce texte. Pour une raison qui est relativement simple, c'est que les macronistes eux-mêmes ont rejeté en fait les amendements qui étaient proposés par les républicains. Alors bon, moi pour préparer cette émission, j'ai voulu détricoter un petit peu cette loi, savoir ce qu'il y avait dedans, et puis donner les éléments aussi à nos auditeurs, parce qu'on en entend parler toute la journée sur les chaînes de télévision, mais parfois on va pas vraiment en profondeur sur ce qu'il y a dans le contenu de la loi. Donc alors je vais peut-être être un petit peu long et redondant, mais enfin c'est pas grave. Donc c'est une loi, comme je vous l'avais dit déjà dans d'autres émissions, qui vise avant tout à régulariser les sans-papiers. Déjà pour la raison suivante, c'est pas le seul volet de la loi, sauf que c'est le seul volet de la loi sur lequel on est sûr qu'aucun juge d'aucune juridiction n'interviendra pour empêcher la loi de s'appliquer. Alors qu'il y a un volet un peu plus restrictif, on va dire, sauf que on peut avoir sur le dos le Conseil d'État ou la CEDH ou encore la Cour de justice de l'Union européenne sur le dos par rapport à ça. Donc le texte disait en substance que les illégaux résidant en France depuis au moins 3 ans et travaillant dans un métier en tension obtiendront donc une carte de séjour d'une durée d'1 an. Et donc ça c'est le volet sur la régularisation des sans-papiers. Ensuite, la loi visait aussi à faciliter certaines voies d'immigration. Ça, c'est un volet qui a été surtout voulu par Elisabeth Borne et pas tellement par Gérald Darmanin. Donc notamment sur l'immigration pour motif économique et pour les demandes d'asile. Donc une carte de séjour aurait été créée pour les médecins et pharmaciens. On peut le comprendre parce que la France est en train de devenir un désert médical, sauf qu'au lieu de résoudre le problème à la source, c'est-à-dire au lieu de vouloir créer des médecins français, on veut en importer de l'étranger. Donc c'est une mesure court-termiste. Merci Monsieur Juppé, parce que c'est lui qui était à l'origine du numerus clausus dans la médine. Ça prouve qu'un homme politique peut faire une bêtise absolument énorme il y a 30 ans. Tout à fait. Et plus personne s'en souvient. Et maintenant, il était conseiller constitutionnel en train de nous expliquer sa sagesse. C'est absolument hallucinant le nombre d'imbécilités qui ont trouvé leur source chez Juppé. Ouais, chez Juppé et chez Jospin. Et on les voit le résultat 25 ans après, quoi. Juppé pour ça, pour d'autres trucs aussi. C'est assez hallucinant, effectivement. C'est à cause de Juppé qu'on avait eu Jospin, parce qu'il a demandé à ce qu'on dissolve la Chambre et qu'il n'y avait pas de raison d'être. Voilà. Ça marchait très bien. Et depuis, le RPR s'en est jamais remis d'ailleurs. Mais il n'a cessé de baisser depuis. On veut le RPR, le PR, les gaullistes, qui ont rien de gaulliste et qui sont plus rien de... Enfin, le ventre mou, quoi, allez. Oui, c'est ça. Le ventre mou de droite. Et donc une carte de séjour aurait été créée pour les médecins et pharmaciens, une autre pour les étrangers, justifiant d'un projet économique innovant. Et ensuite, il y avait 3 volets qui se voulaient un peu plus fermes. Alors déjà, il y en a un qui était inséré dans la loi par le biais des Républicains au Sénat, qui, je trouve, une fois n'est pas coutume, ont fait un boulot plutôt à la hauteur.
Alors forcément, ils pouvaient pas mettre un texte qui avait absolument aucune chance d'être voté, mais ils ont mis quelques mesures qui auraient été, je pense, très populaires, parmi lesquelles le conditionnement de certaines allocations à une durée de séjour régulier de plus de 5 ans, la réinstauration du délit de séjour illégal, réétabli, sachant que du coup il n'est plus établi depuis plusieurs années, et puni même de 3 750 € d'amende, le conditionnement de la naturalisation à un délai de résidence de 10 ans sur le territoire et non plus de 5 ans, l'introduction d'un débat annuel sur la politique d'immigration, donc à l'Assemblée nationale, une aide au développement conditionnée à la lutte contre l'immigration irrégulière, ça c'est notamment avec la question des laissez-passer consulaires, c'est-à-dire que il y a des pays... pouvoir envoyer les gens si je... C'est ça, c'est-à-dire qu'on veut renvoyer des gens dans leur pays, mais en fait on peut pas vraiment le faire si le pays en question n'est pas d'accord. C'est la question donc des laissez-passer consulaires. Il faut qu'ils émettent un laissez-passer consulaire pour qu'on puisse renvoyer quelqu'un dans son pays. Sauf que en même temps, on aide avec ce budget d'aide au développement certains pays qui ne sont pas coopératifs avec nous sur cette question-là. Donc on a envie de dire, on vous donne quelque chose, mais on n'a absolument rien en retour. C'est un peu dommage. Voilà, aide au développement conditionnel à la lutte contre l'immigration irrégulière. Des visas aussi pourraient être refusés aux ressortissants des pays peu coopératifs sur cette question, la question des laissez-passer consulaires. Il y a un volet aussi qui comptait faciliter certaines expulsions. Donc un étranger par exemple condamné pour des infractions puni de 3 ans d'emprisonnement pourrait être expulsé même s'il est présent depuis 10 ans en France. Cependant, ça ne concerne pas des mineurs ayant résidé habituellement en France avant l'âge de 13 ans ou des étrangers mariés avec un conjoint français depuis au moins 4 ans. En outre, du coup, Darmanin prévoyait quand même 4000 expulsions annuelles supplémentaires. Alors, si vous savez pas trop si c'est beaucoup ou pas beaucoup, faut savoir que selon un rapport du Sénat de 2018, on a au moins 400 000 clandestins sur les territoires français. L'estimation va de 400 000 à 1 million, en fait, puisqu'on ne sait pas vraiment combien il y en a. Donc, ça fait entre 1 et 0,5%, allez, quoi. Youpi. Voilà, voire même 1% de la population, même un peu plus, sachant qu'il y avait même un autre rapport qui pensait qu'il y avait 400 000 clandestins rien que dans le département de la Seine-Saint-Denis. Donc on peut se dire, évidemment, il y en a ailleurs. Il y en a plus en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs, mais enfin bon. Et donc 4000 expulsions annuelles supplémentaires, c'est pas tant que ça, puisque déjà même sous François Hollande, c'était 14 000 par an, et sachant que la justice quand même condamne chaque année 70 000 étrangers. Enfin, il y avait aussi un volet sur le refus des titres de séjour. Donc, par exemple, un étranger n'ayant pas respecté une OQTF. Alors là, pareil, on peut se poser la question de l'applicabilité de ce genre de mesures, puisque déjà, il y a moins de 5% des gens qui sont sous OQTF qui sont expulsés du territoire. Donc, on a envie de dire déjà, la première OQTF... en fait, on ne l'applique pas. Donc, est-ce qu'on peut appliquer ce genre de mesures ? C'est aussi une question légitime. Donc, il aurait été possible, en outre, de refuser une carte de séjour à un étranger s'il a commis certaines infractions, parmi lesquelles, par exemple, la traite d'êtres humains avec torture et actes de barbarie. On a envie de se dire pourquoi c'est pas déjà le cas. Encore heureux, quoi. Donc, voilà, il y a quand même certaines pourquoi la question importante, c'est pourquoi donc il y a des gens qui ont voté contre. Oui. Quels étaient les attendus pour que je crois qu'il y ait la France Insoumise et les autres et le Rassemblement National qui ont tous les deux voté contre. Alors justement, je trouve que c'est un petit peu la logique finale du en même temps, c'est-à-dire qu'on veut faire plaisir à l'un, plaisir à l'autre, et au final, en fait, on fait plaisir à personne. C'est-à-dire que la gauche estimait que c'était un texte néo-fasciste, voilà. Et l'autre, c'était un texte beaucoup trop doux. Voilà, c'est ça, exactement. Et en plus, les LR, évidemment, on peut le comprendre, ont très mal pris le fait que tous leurs amendements proposés au Sénat, qui ont été votés au Sénat du coup, aient été balayés d'un revers de main par les macronistes, sachant que derrière, les macronistes comptaient sur les voix des LR pour faire voter le texte, puisque ils n'ont pas une majorité, ils ont la plus grosse minorité. C'est compliqué la politique française. C'est compliqué, mais il y a un moment donné où là, j'ai envie de dire, le calcul est pas bon, quoi. C'est-à-dire que tu veux le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, enfin voilà, c'est un peu beaucoup, quoi. Alors donc ils ont voté contre. Alors ça veut dire, attendez, si on met le Rassemblement National et les Insoumis ensemble, ça fait pas une majorité pour virer, pour faire cette motion de censure. Il leur faut quelques
quelques LR. Oui, il faut au moins, oui, je dirais peut-être la majorité des LR, ouais, quelque chose comme ça. Donc, s'ils ont une majorité cette fois-ci, c'est donc qu'il y a des LR qui n'ont pas voté, en majorité, plus les types qui avaient piscine, quoi, là, les 5 qui sont pas Tout à fait, voilà, les 5 qui avaient piscine ou poney, ou je sais pas. Alors, les 5 qui avaient piscine, question importante. Est-ce qu'ils avaient piscine parce qu'ils voulaient pas voter le texte et ils sont partis se barrer? Ou est-ce qu'ils avaient vraiment piscine? Ça, je sais pas. Parce qu'est-ce qu'ils risquent, je veux dire, est-ce que c'est des absents volontaires? Vous savez, on disait toujours dans le temps, je sais pas si c'est vrai, que il y avait un certain nombre de députés, quand il y avait, par exemple, quand il a fallu voter la confiance à Pétain en 40, là, vous savez, il y a eu toute une série de gars qui ont été malades, comme Herriot, etc., qui ont eu des certificats médicaux, quoi. Alors, est-ce que c'est des certificats médicaux, ou est-ce que c'est ou alors ils pensaient que ça allait passer de toute façon, c'était pas la peine d'aller se traîner, ou... Ça, je sais pas. Alors, moi, je pensais que le texte allait passer parce que je pensais qu'une grosse partie des LR allait quand même voter le texte. Maintenant, je pensais aussi que les macronistes allaient être un petit peu plus intelligents dans leurs calculs politiques. Je les ai surestimés, visiblement. Donc, peut-être qu'ils pensaient effectivement que le texte allait passer, et que du coup, ils n'avaient pas vraiment besoin d'être présents. Peut-être qu'ils n'avaient pas envie de voter dessus. Moi, je peux pas vraiment savoir. On n'a pas les noms, mais si, on doit voir les noms des 5, vous les avez pas. Là, je les ai pas sous la main. Ouais, non, mais j'aurais pu vous poser la question avant, mais parce que, enfin, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi un homme politique n'est pas présent dans l'Assemblée au moment où il y a un vote un peu difficile qui se passe. C'est que parfois il peut avoir envie de dire, mais vous savez, moi je l'ai pas voté. Ouais, c'est comme pareil, il y a des députés parfois de l'opposition qui sont pas présents lors du vote d'une motion de censure. On a envie de dire, franchement, assume un petit peu, quoi. T'es député de la nation, c'est quand même un vote important. Non, on va pas leur demander ça, les pauvres. On va pas demander du courage à un homme politique, arrêtons, quoi. Soyons sérieux, quoi. Non. Bon, alors, donc, si je comprends bien, c'est une première, mais c'est aussi la première fois qu'on faisait cette procédure, je sais pas quoi, une motion de rejet, c'est rigolo, non? Alors, une motion de rejet, effectivement, d'habitude, on fait pas comme ça. D'habitude, on vote amendement par amendement. Donc là, ça veut dire qu'il y a eu vraiment... Il n'y a pas eu une volonté de filtrer la loi, il y a eu une volonté vraiment de rejeter la loi en bloc. Elle a été rejetée du coup par toute la NUPES, par les LR, par les députés RN. Donc ça fait quand même un paquet de gens. Et alors évidemment, les macronistes sont très déçus par rapport à cela. Il faut dire aussi, voilà, il y a eu une attitude, je trouve, de Gérald Darmanin et de Sacha Houlié, qui est le président de la commission des lois, qui a été assez détestable. C'est-à-dire que Darmanin voulait faire porter quand même la responsabilité sur les Républicains de potentielles attaques terroristes dans le futur, si jamais ils ne votaient pas la loi. Je trouve ça un petit peu c'est le même excessif. coup que si vous prenez pas le vaccin, vous allez tuer votre grand-mère, quoi. Oui, c'est toujours la bonne vieille astuce. Sachant qu'évidemment, les LR n'ont pas voté le texte, non pas parce qu'il est trop radical, trop restrictif sur l'immigration, mais justement parce qu'il l'est pas assez. Donc justement, en fait... Comme le Rassemblement National. Voilà, tout comme le Rassemblement National, évidemment. Donc les LR et le Rassemblement National ont voté ensemble pour la première fois depuis longtemps, quoi. Oui, tout à fait. Et je dois dire que les Républicains sont plutôt bien comportés. On sent dans les amendements du Sénat la patte de Bruno Retailleau. On sent peut-être aussi dans le vote du coup à l'Assemblée nationale la consigne d'Olivier Marleix. Je trouve que les LR qui sont présents, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, c'est pas vraiment la frange, on va dire Pécresse, les autres qui sont vraiment très très modérés, voire quasiment macronistes en fait, directement. Enfin, il y a très peu de différence entre eux et la majorité présidentielle. Donc ils sont plutôt bien comportés, déjà dans leurs amendements au Sénat, et puis derrière dans leur vote à l'Assemblée nationale. Et se pose du coup la question de est-ce qu'on est dans une crise politique, voire institutionnelle. Jordan Bardella demande tout simplement la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il a raison, selon vous? Est-ce qu'on est dans une situation où on devrait effectivement provoquer là, il y a deux façons de répondre, si vous voulez. Il y a ce qui devrait être fait si les gens avaient de l'honneur. Ouais. Donc celle-là, on va pas essayer d'y répondre parce que c'est pas le sujet. Et maintenant, est-ce que M. Macron peut se permettre de dissoudre l'Assemblée nationale? À mon avis, pas du tout. Parce que compte tenu de sa popularité, s'il y avait un truc...
il est probable qu'on aurait 30 ou 40 députés FN de plus, quoi. Oui, je pense aussi, ouais. Donc, puis ensuite... pour répondre à votre question, ce serait peut-être honorable, donc ça ne sera pas fait. Exactement. Voilà, faut quand même rappeler aussi que du coup... ce serait bien la première fois qu'il ferait quelque chose d'honorable, quoi. Voilà. Toute cette majorité, depuis 7 ou 8 ans ou 9 ans, quoi. Oui, absolument. Faut quand même Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a démissionné pour, je sais pas... Alstom, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a démissionné pour tous les grands scandales? Jamais, quoi. Ou même on en parle souvent, on en avait parlé récemment, pareil, dans l'émission avec Guylain Benessa, on en parle régulièrement. La pratique du pouvoir gaulliste, qui est une pratique du pouvoir très centralisée, elle va normalement, effectivement, avec un sens de l'honneur et des responsabilités. C'est-à-dire que, par exemple, vous perdez un plébiscite, vous démissionnez. Il n'y a pas de plébiscite, un référendum. Oui, référendum. Le plébiscite, c'est de demander est-ce que vous aimez De Gaulle. Oui, effectivement. Mais vous perdez. S'il y avait un plébiscite pour Macron aujourd'hui, il serait réélu, ça va sans dire, quoi. Ouais. Mais pareil, lorsqu'un ministre perd une élection locale, une région, une mairie, en principe, il démissionne puisqu'il a été rejeté par le peuple. Alors certes, par une partie du peuple, mais par le peuple quand même. Donc voilà, en principe, il démissionne. Hier soir, on a eu un petit cirque. Donc Darmanin est passé aux 20h de TF1 pour nous dire qu'il avait présenté sa démission au président de la République, le président de la République l'ayant refusé. Bon, voilà, évidemment, ce que ça veut dire... Ça fait rire tout le monde, non? Ça fait rire tout le monde, évidemment. C'est le côté comique troupier... Non, mais parce que en fait, un ministre, quand il veut partir, il part. Voilà. C'est ce qu'avait dit ce brave souverainement. C'est oui. Avec une phrase du style. Oui, un ministre. On est d'accord ou on ferme sa gueule. Et un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule. Ouais, voilà, il avait dit. Donc, ils nous ont fait le coup habituel de retiens-moi ou je fais un malheur. On l'a retenu. Et conclusion, il va rien se passer, quoi. Ouais. Et il va rien se passer. Ça va repasser au Sénat, puis ça va revenir, puis ça va passer cette fois-ci. Ouais. Mais alors justement, Darmanin, donc il était plutôt en désaccord avec le volet un peu facilitation de certaines voies d'immigration qui étaient surtout portées par Elisabeth Borne, et il a dit qu'il voudrait, c'est son intention en tout cas, il voudrait refaire passer le texte, du coup, dans un sens beaucoup plus favorable à ce qu'avaient proposé les Républicains. Est-ce que cette fois-ci, ça a une chance de passer? Et est-ce qu'il aurait raison de le faire passer sous cette forme-là? À quoi sert Madame Borne? Alors ça, c'est une question... Non, mais je veux dire... je ne saurais pas y répondre. Cette brave dame, à part d'avoir fermé Fessenheim, à quoi elle sert? Je sais pas. À quoi sert? Bon, il y a ce département, il y a ce gouvernement... Faut savoir d'ailleurs, Elisabeth Borne, elle a pas fait que fermer Fessenheim. Elle a aussi dirigé la RATP pendant quelques années. Ah oui, voilà, pour accumuler son bilan. Qui est allé déficit en déficit, j'imagine. Mais et donc, moi, ce qui m'étonne, si vous voulez, dans ce gouvernement, encore une fois, je le redis, mais j'ai en été avec des amis il y a quelque temps, et tout le monde se demandait qui était le ministre des Affaires étrangères. Il y avait toute une série de ministères dont autrefois, il était impossible que quelqu'un qui s'intéresse à la politique ne connaisse pas le titulaire. Et là, donc, qui je connais dans ce gouvernement, moi qui suis la politique, pas vraiment, mais enfin, bon, je connais Darmanin, je connais Borne, mais par défaut, si j'ose dire. Je connais. Mais du coup, Attal. Il y a Leclerc, pas Leclerc, le ministre des Finances. Oui, le maire, oui. Le maire qui me fait rire. Bon, ça d'accord, c'est le côté comique troupier. Et puis, qui a d'autre? Oui, on a parlé de Attal la semaine dernière. Attal, oui, il était pas mal, mais enfin, je veux dire, bon, c'est pas nouveau. Puis il y avait l'autre fou, là, qui était là avant, là, Papandia, je sais pas quoi, là, bon, celui-là, c'était juste parce qu'il faisait rire aussi. Donc, bon, il y avait deux ou trois comiques qui nous font rire. Mais le ministre de la Sécu, qui c'est? Le ministre de... je sais pas, autrefois il y avait un ministre du Tourisme, je sais pas, il y avait des gens qui étaient... Enfin, le ministre de la Culture qui... Oui, c'est une Libanaise, la ministre de la Culture, c'est une Libanaise, qui a des ennuis en ce moment avec je sais pas qui. Ah oui? Oui, bref. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que dans le fond, on est arrivé à une telle personnalisation que maintenant, on retient, bon, il y a le président de la République qui est là, et puis il parle à Darmanin, oui, puis il parle à...
peut-être à Le Maire, et puis peut-être, je sais pas, un petit peu, il doit parler un petit peu à Madame Borne. Mais c'est quand même... Donc on a 2 ou 3 personnes dont les Français connaissent le nom pour gérer une des machines les plus complexes au monde qu'est l'État français. Ouais. Ça vous interroge pas, ça? Après, peut-être que s'ils faisaient bien leur boulot, on connaîtrait pas vraiment leur nom, un peu comme en Suisse, hein, au final. Oui, mais leur Suisse, vous voyez, le PIB, l'État, c'est 30% du PIB, nous, on est à 60%, quoi. Ouais. Et la complexité d'une administration croît de façon géométrique avec son poids. C'est-à-dire que si elle le double, la complexité, c'est pas 2 fois plus complexe, c'est 16 fois plus complexe. Parce que c'est comme on l'a vu récemment. Vous savez, vous avez des groupes spéciaux pour faciliter les discussions entre le Parlement et l'exécutif. Donc vous avez, je sais pas, un groupe qui est là, une haute autorité, où il y a 300 personnes qui travaillent à favoriser les discussions entre le gouvernement et l'exécutif. Mais je pensais que le gouvernement pouvait téléphoner au... Donc non, c'est très compliqué, l'État, vous savez, c'est très compliqué. Ouais. Donc non, mais ce que je veux dire par là, c'est on a un État gigantesque et qui n'a plus... On ne sait pas qui est responsable. Oui, à chaque fois, effectivement, il y a une fuite de la responsabilité, c'est-à-dire que chaque personnalité politique... Oui, et chaque personnalité politique fait tout pour remettre la faute sur quelqu'un d'autre systématiquement. C'est pas moi, c'est lui, c'est le précédent. Ouais. Alors que c'est sûr, on a envie de dire, quitte à être nul, autant assumer d'être nul, quoi. Et dites juste, voilà, je suis pas fait pour le job, j'en sais rien, ou en tout cas, dites... Vous avez déjà vu un gars démissionner parce qu'il était incompétent? Pas depuis longtemps, en tout cas. Non, je sais pas. Je crois pas. En général, les ministres démissionnent parce qu'ils veulent... On les a pris la main dans le pot de confiture. Soit pour ça, soit parce que ils veulent lancer leur candidature à la présidentielle dans 2 ans. À chaque fois, c'est comme ça. C'était un peu la stratégie Édouard Philippe, qui du coup doit sauter une élection. Je prête volontiers à Darmanin des ambitions similaires aussi. Je pense qu'il a voulu faire un coup... le maire, il devait s'imaginer président de la République, lui aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais justement, c'est pour ça aussi que c'est intéressant, je trouve, de mon point de vue, cette histoire. C'est parce que je pense que Darmanin voulait inscrire dans le marbre sa fameuse loi immigration en tant que ministre de l'Intérieur, pour faire un peu Sarkozy en mode je resserre la vis. On se souviendra de moi pour ça. Faut se souvenir que quelques temps avant de présenter sa candidature aussi, Emmanuel Macron avait fait sa fameuse loi, la loi El Khomri, qui était aussi nommée la loi Macron, la loi travail, en 2015, il me semble. Il lance du coup sa candidature fin 2016. Je pense que Darmanin, il a voulu faire un coup du même tonneau, mais le problème, c'est que Darmanin est déjà très impopulaire. Et effectivement, en plus de ça, s'il perd là-dessus, même à l'Assemblée nationale, j'imagine pas le vote des Français, quoi. Tout ça est grisant parce qu'on sent tellement qu'ils cherchent avant tout l'intérêt général et qu'ils n'ont pas d'idée personnelle de faire carrière ou de mettre un bout de savon sous les pieds du mec qui avait peut-être essayé de se présenter. Ça me rappelle vraiment, si vous voulez, le siège de Constantinople où tous les théologiens discutaient du sexe des anges pendant que les Turcs étaient en train de passer au-dessus de la muraille, quoi. La France est dans un état absolument monstrueux et on se fait des niches, vous savez, on se fait des blagues comme on met du poil à gratter dans le cou, on fait péter une boule puante dans la salle. Mais je sais pas, moi je comprends pas. J'arrive même pas à comprendre pourquoi on parle de ça d'ailleurs. Bah oui, non mais déjà il y a un énorme absent du débat, c'est-à-dire que par exemple il y a des petites mesurettes qui sont proposées dans cette loi. Par exemple, un étranger pouvait obtenir la nationalité française après mariage avec un conjoint français au bout de 5 ans. Aujourd'hui, c'est 4. Bon, c'est le genre de truc, c'est des réajustements, mais je veux dire, c'est pas le fond du débat, quoi. Et il y a un grand absent de ce débat-là, que évidemment les macronistes ne veulent pas révéler, c'est l'Europe. C'est-à-dire que déjà hier, justement,
le Conseil d'État a repris Darmanin, puisqu'on voulait expulser un Ouzbek, et le Conseil d'État nous a dit non, c'est en contradiction avec le texte de la Convention européenne des droits de l'homme. Là, du coup, on a envie de se dire, si déjà il y a un problème avec les lois existantes, c'est pas le fait de mettre une loi plus dure qui va faire qu'on va renverser la CEDH. Pourquoi on sort pas de l'accord européen des droits de l'homme? Parce que elle fait pas partie de l'Europe, c'est un machin en plus. Tout à fait, c'est un machin en plus. Ouais, donc on a qu'à sortir et dire, nous on reprend notre liberté de... Ouais. Vous savez, c'est le vieux truc, c'est que dans un pays, ce qui définit le pays, c'est un peu les frontières, et la population qui détermine qui vit de part ou d'autre des frontières, quoi. C'est... il me semble que ce que demandent les Français, c'est qu'ils aient leur mot à dire sur qui rentrent chez eux. Oui, tout à fait, évidemment. Vous êtes en train de me dire qu'on ne peut pas parce qu'il y a cette Cour européenne des droits de l'homme. Ouais. Sortons-en. Oui, tout à fait, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en plus de ça, il faut se rappeler quand même, parce qu'aujourd'hui, dans le monde du droit, la Convention européenne des droits de l'homme, c'est quasiment un texte sacré, quoi. C'est un truc hyper important. Il faut savoir que c'est un texte de 1950, donc on aurait pu y adhérer dès 1950. Il y a plein de pays qui l'ont fait. On ne l'a pas fait avant 1974. Et celui qui l'a fait, c'est Alain Poher, donc président par intérim. Normalement, il ne devrait pas avoir le droit de faire ça. Il n'aurait pas dû faire cela. Il y a un moment donné où on a été un pays tout à fait démocratique sous le général de Gaulle, et on n'avait pas cette emprise de la Convention européenne des droits de l'homme. Et en plus de ça, il y a aussi un effet... un travers de ce texte, comme plein d'autres textes, c'est derrière la possibilité de l'interprétation par les juges. C'est-à-dire, on en a déjà parlé ici, il y a des textes qui sont pas très très clairs, et donc on peut les interpréter dans tous les sens. Encore une fois, l'article 6, le droit à mener une vie familiale normale, ça veut dire, selon les juges actuels, et sûrement pas selon ceux qui ont écrit ce texte en 1950, ça veut dire que une famille de fichés S doit quand même rester sur le territoire français si, je sais pas, s'il y a... Et puis mener une vie de famille normale, il y a des tas de pays pour lesquels une vie de famille normale, c'est un père et 4 femmes. Ouais. Et donc, est-ce que ça s'applique à ça? Mais pourquoi pas avec le relativisme aujourd'hui. Non, mais moi, j'ai pas une famille normale, c'est tout à fait normal qu'il y ait une femme et 4 femmes et un mec. Quoi. Oui, pourquoi pas, après tout. Après tout, bon, il n'y a rien à dire, si ce n'est que c'est un signe de plus de notre déréliction intellectuelle. On devient, en France, de plus en plus crétin au niveau politique. Oui, tout à fait. On le voit tous les jours, des manœuvres, des trucs de récréation, mais surtout ne jamais s'attaquer au problème. Absolument. Toujours passer à côté. C'est vraiment, on voit aussi, c'est une loi totalement calculatrice. C'est-à-dire que le but de cette loi, c'est pas vraiment d'essayer de résoudre le problème de l'immigration ou d'essayer d'être, on va dire, en accord avec la pensée majoritaire chez les Français. Encore tout à l'heure, je voyais, il y a un sondage commandé par CNews qui disait que 80% des Français ne voulaient pas davantage d'immigration. Cette loi, en fait, elle allait avoir comme conséquence qu'on allait avoir davantage d'immigration, parce que en fait, tout le volet restrictif, même si il y a des mesures tout à fait... Je peux faire une analyse assez simple, c'est que tout le volet restrictif ne sera pas appliqué. Exactement. Et que tout le volet qui permet la rentrée de plus en plus de gens sera appliqué. Exactement. Donc on vous dit, c'est une loi balancée, et je dis, arrêtez de vous foutre de ma gueule et parlons d'autre chose. Tout à fait. D'ailleurs, c'est même une raison pour laquelle, au final, je comprends pas vraiment pourquoi la NUPES ne l'a pas voté. J'imagine juste pour que Darmanin ne soit pas validé entre guillemets par la NUPES, mais sinon s'ils avaient une intelligence, une hauteur de vue politique, ils auraient su que tout le volet restrictif était inapplicable justement par rapport à la CEDH, alors que tout le volet en fait d'ouverture des droits, que ce soit des ouvertures au titre de séjour et la régularisation des sans-papiers, tout ça, elle est tout à fait applicable. Il n'y a aucune juridiction dans le monde qui aurait empêché la France de le faire. Donc au final, c'était une loi qui était beaucoup plus à gauche que ce qu'on essaye de nous faire croire, en tout cas en termes d'applicabilité. Voilà pour cette question-là. Je voudrais parler aussi d'un article du Point, parce que le ton de l'article m'a beaucoup amusé. Donc Nathalie Chouk, qui est une journaliste au Point, posait l'hypothèse d'un duel en 2027 entre en fait Mélenchon et Marine Le Pen directement. Oui, d'accord.
Voilà, donc elle disait, selon elle, c'est un scénario absolument cauchemar. Donc elle posait en fait l'hypothèse suivante, c'est-à-dire que déjà Mélenchon, que ce soit en 2017 et encore plus en 2022, était pas très loin du second tour. Et elle dit quelque chose qui est assez vrai d'ailleurs, c'est que évidemment, on n'a aucune visibilité de près ou de loin sur tout ce qui va se passer en 2027. On ne sait même pas d'ailleurs, si on écoute Philippe Favry par exemple, il n'y aura pas d'élection en 2027. Je suis d'accord, il n'y aura pas d'élection. Voilà, mais si on s'imagine qu'il y aura une élection présidentielle en 2027, il y aura justement vraisemblablement pas mal de candidats centristes. Voilà, on a déjà Édouard Philippe qui veut se présenter, on a Bruno Le Maire qui veut se présenter, certains parlent même de Gabriel Attal, certains parlent évidemment de Gérald Darmanin, il paraîtrait que même François Bayrou a envie de se présenter, enfin bref, on a vraiment l'international du charisme qui se réunit autour du projet centriste. On va pas faire une équipe de rugby, mais il en faut 15. Non, à la limite, ouais. Il y en aura 15, je me fais pas de soucis. Ouais, mais du coup, si on a beaucoup, ça veut dire qu'il y aura du coup une dispersion des voix, et donc peut-être que effectivement à ce moment-là, Mélenchon pourrait arriver au second tour. Et du coup, cette journaliste, c'est une très très bonne nouvelle, parce qu'enfin, on sera débarrassé de ce centre mou. Je suis d'accord. Le but essentiel, si vous voulez, c'est qu'est-ce qui fait crever la France depuis 40-50 ans, c'est l'alliance des gens de la droite molle avec la gauche molle. Donc, il vaut mieux qu'à la limite, je sais pas si on peut le dire, mais parce que c'est pas vraiment une droite dure, mais une droite dure contre une gauche imbécile. Voilà, là au moins on aura un choix. Bon, l'essentiel, c'est pas Mélenchon, Madame Le Pen, c'est se débarrasser des Bayrou de ce monde. C'est une fois pour toutes qu'on les liquide, quoi. Je suis d'accord. Et le plus vite on les liquidera, le mieux que ça vaudra, parce que comme ça on pourra vraiment remonter. Mais tant qu'il y aura ces gars-là, on sert à rien, quoi. C'est aussi un changement de vision de ce que ça signifie faire de la politique. C'est-à-dire qu'on a... alors, certains disent qu'on a une baisse en qualité du personnel politique, c'est peut-être vrai, mais je trouve que ça se manifeste surtout par le fait que le métier de politique est justement de moins en moins professionnalisé et qu'on a de plus en plus des gens qui sont à l'Assemblée nationale, pas tellement en fonction de leur magouille, mais en fonction de leur militantisme. Que ce soit à gauche ou que ce soit dans la NUPES, que ce soit au RN, on a un personnel politique qui est un peu moins qualifié qu'auparavant, c'est-à-dire qui a fait un peu moins d'études, mais en fait peut-être que c'est pas mal au final, peut-être que c'est pas mal d'avoir cette vision-là de la politique, parce qu'en fait on a des gens qui ont un minimum de conviction et qui veulent faire de la politique. Or aujourd'hui on a peut-être exercé des vrais métiers, qui ont peut-être travaillé, qui ont été coiffeurs, qui ont été jardiniers, qui ont je sais pas quoi. C'est ça. L'essentiel, c'est qu'ils n'aient pas été employés à la Sécu, quoi. Ouais. Ou à l'éducation nationale. Donc, non, mais c'est pas que j'ai quelque chose contre les professeurs, mais je crois qu'il y a personne ne sait combien il y a de gens qui travaillent à l'éducation nationale, et par contre, il y a des manques de professeurs partout. Donc, il doit y avoir des tas de gars qui sont payés par l'éducation nationale et qui voient jamais un élève. Ceux-là, on devrait s'en débarrasser tout de suite. Non, mais ce qu'il faut dire encore une fois, c'est que le personnel politique est arrivé à un tel niveau d'imbécilité, d'incompréhension, d'incompétence, etc., que je reviens toujours à la même idée. Il faut redonner la parole au peuple. J'ai pas besoin d'intermédiaire. Si l'intermédiaire est un crétin profond, j'ai pas besoin d'intermédiaire. Donc vous me dites, je vais avoir un crétin profond de gauche ou un crétin profond de droite. Je vous dis, essayons simplement de pas avoir de crétin du tout et demandons son avis au peuple. Allons vers un référendum. Mais ça sert à rien de discuter sur les mérites comparés de Mélenchon et de Madame Le Pen. Si aucun n'a le moindre mérite. Vous voyez ce que je veux dire? À quoi ça sert de discuter pendant des heures de Mélenchon et de Le Pen si tous les deux sont nuls? Et si les gens au milieu sont encore plus nuls? Ouais. Donc, il faut... Le moins on parle de ces gens-là, le mieux ça vaut, quoi. Ouais. Moi, personnellement, j'ai pas envie cette dame, elle est payée pour faire cet article. Elle est probablement bête comme un âne qui recule, je la connais pas. Mais à quoi ça sert de parler de Mélenchon et de Le Pen en 2023? Ils sont nuls tous. Et elle est probablement nulle. Et pour avoir l'idée de cet article, il faut déjà être nul intellectuellement. Ouais. Donc je dis, mais foutez la paix aux Français. Redonnez-leur la parole et ils trouveront tout seuls la façon d'en sortir. C'est pas Madame Le Pen, c'est pas Monsieur Darmanin ou je sais pas qui va sortir les Français de la merde dans laquelle ils nous ont mis. Encore une fois, c'est pas ceux qui créent le problème qui les résolvent. Tout à fait. Qui les résolvent. C'est ce que dit Einstein. Et on me sort des gars de tous les tiroirs, des gars qui ont été à l'origine de tous les problèmes en disant ils vont les résoudre. Mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Il faut que plus personne ne s'intéresse à la politique en France. Personne ne connaît le nom d'un politicien suisse.
Donc le jour où cette dame n'écrira plus d'articles sur les politiciens français, la France ira mieux. Ouais, effectivement, je suis assez d'accord. Déjà, ce qui m'a le plus perturbé, c'est vraiment le ton de l'article, parce que c'est vraiment genre en fait les Français sont complètement idiots. Ils ont aucune idée de pour qui voter, sachant qu'on a ce maître absolu de la politique au pouvoir qui est Macron, et les gens les gens veulent voter pour quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire. Oui, c'est encore une fois cette fable du type qui est arrivé au pouvoir, du champ républicain, c'est-à-dire en fait c'est de l'arc républicain, du champ républicain, le carré républicain, l'arc républicain, ça continue, il va commencer à Bayrou et il va se terminer avec avec Macron, tout simplement. On ira de Bayrou à Macron, et c'est là qu'il y a tous les talents et toutes les intelligences. Voilà. Et rien en dehors n'est susceptible, n'est légitime pour gouverner la République. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'était un peu, c'est quasiment ce qu'avait dit justement le président de la commission des lois, Sacha Houlié, lors de l'édification de cette loi immigration. En fait, il laissait entendre que les amendements, proposés par les Républicains, était inacceptable dans un contexte démocratique, d'état de droit, etc. Enfin, on a envie de dire, ok, non, si le fascisme commence aux républicains maintenant, ça veut dire qu'en fait, personne n'est légitime pour faire quoi que ce soit dans la politique française en dehors de François Bayrou et d'Emmanuel Macron, quoi. Bref. Et enfin, je voudrais aborder un dernier sujet. C'est alors en plus de ça, vous y êtes passé la semaine dernière. Alors pas pour le passage média le plus passionnant de votre carrière, mais CNews cette semaine est pour la première fois de son existence première chaîne d'info de France. Mais c'est normal puisque j'y suis passé. Voilà, exactement. C'est grâce à vous. Voilà, c'est l'élément déclencheur. Déclencheur, j'ai fait basculer, je sais pas combien de centaines de milliers de personnes. Non, mais il y a un moment donné, c'est factuel. C'est pas une coïncidence. Les coïncidences, ça n'existe pas. 100% des semaines où vous n'êtes pas passé sur CNews, CNews était dominé par BFM. La seule semaine où vous passez, c'est bon, ils font 2,7% de part d'audience, c'est-à-dire 0,7 points de plus que d'habitude. Voilà, tout s'explique. On y est. Donc voilà, je voulais parler de ça parce que je dis toujours place aux jeunes. Oui, place aux vieux et place aux jeunes en même temps. Mais alors je trouve que c'est quand même important parce que moi j'ai grandi quand même dans un monde où BFM TV c'était vraiment la chaîne d'info on va dire de référence, limite par défaut. Elle a été rachetée par Drahi, alors ça c'est... Elle a été rachetée par Drahi, elle appartient au groupe Altis, qui est d'ailleurs actuellement en vente, hein, c'est dire à quel point ça se porte bien. Et alors, CNews, première chaîne d'info de France, alors c'était déjà arrivé sur certaines heures d'antenne, par exemple on se souvient quand il y avait Zemmour qui passait son émission en 2019, il y avait des moments effectivement où il faisait plus que BFM, et c'était d'ailleurs suffisamment important pour être souligné. Et aujourd'hui, c'est tellement la norme que en fait, on s'en fiche quasiment. C'était déjà arrivé aussi que sur une journée en particulier, il dépasse BFM, mais c'était jamais arrivé sur une semaine entière, en raison notamment des programmes du week-end sur lesquels BFM est vraiment très très dominante. Et alors pour cause, je pense tout simplement l'actualité et le traitement de l'actualité. Peut-être simplement que BFM TV est devenue une très mauvaise chaîne. Mais c'est une très mauvaise chaîne. Donc, si vous voulez, c'est pas tellement étonnant qu'il se ratatine. Ouais. Alors, il se ratatine en plus de ça, surtout sur les programmes du soir, en semaine. Je pense que c'est à cause en fait de la ligne éditoriale, c'est-à-dire que BFM TV, je trouve, s'est gauchisé pendant la dernière année. Ce qui est un petit peu ennuyeux aussi, c'est le côté expertocratie tout le temps, c'est-à-dire on a des gens qui sont des experts, qui sont pas là pour donner leur avis, ils sont là pour dire la vérité révélée, parce que visiblement... Comment il s'appelle le gros économiste là, qui raconte que des conneries, là, gros comme tout, là, qui avait dit qu'il fallait mettre les gens en prison, envoyer les gendarmes pour le Covid. Là, oui. Emmanuel Le Chypre. Voilà, comme expert économique, celui-là, c'est quand même un des plus mauvais que j'ai jamais vu. Quoi. Je sais pas ce qu'il a fait comme étude, mais à mon avis, celui-là... À mon avis, un peu trop. Il a fait peut-être un peu trop d'études. Il aurait jamais... Je sais pas, mais enfin, bref. J'ai vu des trucs qu'il disait de temps en temps, je me disais, mais
Comment peut-on dire une ânerie comme ça? Enfin, sans ça, j'ai rien contre lui. Hein, mais... Oui, mais c'est-à-dire juste qu'il est nul. Quoi. Oui, il est nul. Et encore une fois, il y a vraiment... Sur CNews, on assume le fait qu'on fasse un débat. C'est-à-dire, des gens disent des choses, ils disent des choses parfois fausses, parfois débiles, mais ils donnent leur avis. Il n'y a pas la volonté, je trouve en tout cas, d'imposer une vérité absolue. Or, il y a beaucoup plus cela sur BFM, mais en plus de ça, encore, il se rapprocherait vraiment de la vérité, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on parlait encore la semaine dernière du traitement de l'info. Vous avez un terroriste islamiste qui tue quelqu'un sur un pont. Ce qu'il faut en conclure, c'est qu'il faut mettre des milliards dans le secteur de la psychiatrie, quoi. Quand vous avez il faut pas être sur un pont. Donc il faut pas être sur un pont, c'est peut-être un peu dangereux aujourd'hui. Peut-être que on l'a un peu provoqué aussi, le gars. Faut pas marcher sur des ponts en 2023 à Paris. Enfin voilà, faut le savoir quand même. Quand on a Naël qui est tué au volant d'une voiture, ce qui enclenche derrière des émeutes, il faut comprendre que c'est un cri du cœur des milieux populaires qui exigent davantage de services publics tout en les brûlant par ailleurs. Quand vous avez 80 Gugus qui défilent à Romans-sur-Isère, faut comprendre que l'ultra-droite, ça devient un danger aussi important que l'islamisme. Vous avez une expédition punitive à Crépol, faut comprendre que c'est une bagarre, une rixe, une soirée qui a dérapé à cause des rugbymen racistes. Enfin voilà, c'est-à-dire que BFM TV, c'est devenu la chaîne de la négation du réel. Et en fait, au lieu d'être ce qui est censé être une chaîne d'info normalement, au lieu d'être un transmetteur de l'information vers le grand public, c'est un filtre. Vous avez eu ça aux États-Unis, vous avez eu ça avec CNN, vous avez eu ça avec ABC, CBS, etc. Tout ça, ils ont été bouffés par Fox. Et Fox a donné lieu à la copie qui est C+, Canal++. Bon, donc Bolloré a copié CNews sur Fox. Ouais. Mais ce qu'il faut voir aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que Fox est en train de se faire bouffer définitivement par Twitter. C'est-à-dire que les bagarres qui se passent en ce moment aux États-Unis entre Musk et les trucs de publicité, etc., c'est à mourir de rire, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les émissions qui ont un contenu intéressant sont en train de sortir à toute allure de YouTube, de Facebook, de tout ce que vous voulez, qui d'ailleurs sont en train de perdre des procès très importants Google est en train de perdre un procès très important comment on appelle ça, vous savez, quand tout le monde un monopole, voilà. Ouais. Il est en train de perdre un procès en monopole qui est très important. S'il le perd, ça va faire des vagues extraordinaires. Donc, on a eu donc aux États-Unis une espèce de concentration de la bien-pensante dans 3 ou 4 grosses chaînes. Première étape. Donc les gens en ont eu marre. Il y a un type intelligent qui a dit on va créer une chaîne qui racontera pas la même chose que les autres. C'était Fox. Alors ça a marché très 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 bien. Et puis maintenant, vous voyez qu'un type comme Tucker Carlson, qui était le plus important de Fox, est sorti et fait ses programmes lui-même directement sur Twitter. Et quand il a été chez Fox, les bons soirs, il faisait 20 millions de vues. Que la première journée où il a interviewé Trump, il a fait 240 millions de vues, ce qui est un bouleversement total. Et il est en train de faire des émissions maintenant où il interviewe les gens. Ouais. Donc, et en plus, avec beaucoup plus de liberté de parole. Il a la liberté de parole totale que lui a sur Twitter. Donc ça veut dire que la même chose doit passer en France avec quelques années de retard parce qu'on met du temps à comprendre. Ouais. On n'est pas les plus malins, comme chacun sait. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on a déjà eu le syndrome Fox, et maintenant on va voir le syndrome Twitter, c'est-à-dire qui va sortir pour créer un outil qui soit vraiment libre de communication avec le public. Ouais. Et ben, je suis prêt à parier que ça sera pas Canal+. Ouais. Bah, c'est possible. Hein. Non, je dis pas ça contre Canal+. Je dis que ce sera une conjonction d'efforts du secteur privé. Il y aura 3 ou 4 mecs qui vont arriver, qui vont monter un coup et qui vont essayer de créer cet outil parce que c'est là que ça va se passer. C'est-à-dire que on pourrait mettre je sais pas, il n'y a pas de Tucker Carlson français parce que... Non, auparavant, ça aurait été peut-être Zemmour, avant qu'il se lance en politique. Avant qu'il se lance en politique, il aurait pu faire ça. Peut-être Bocoté, éventuellement. Bocoté pourrait faire ce coup-là. Ouais, tiens, Bocoté pourrait. C'est pas impossible. Ce serait de monter autour de lui des équipes qui soient des équipes libres et qui ont quelque chose à dire. Ouais. Et encore une fois, je me tue à dire aux gens, ce qu'il y a d'intéressant, c'est des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais qui disent des choses intéressantes, qui vous font réfléchir. Ouais. Donc, c'est en aucun cas d'avoir une chaîne de droite.
ou de gauche, ça on s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Il faut avoir une chaîne libre, où, oui, où de temps en temps on écoute et on est surpris par ce qu'on entend. Ouais. Donc c'est ça le but. Le but, c'est pas de me conforter dans mes idées initiales, le but c'est de me permettre de réfléchir et de changer d'idée s'il faut. Oui. Et donc on va finir par y arriver, mais en tout cas aux États-Unis ça se passe pas dans le cadre officiel, ça se passe dans un cadre qui est celui de la toile, et ça va se passer la même chose. Déjà, je trouve que alors, la stratégie de CNews, elle a été un peu évolutive, mais je trouve déjà que ils ne commettent pas actuellement les erreurs que la Fox a commises. C'est-à-dire que la Fox, évidemment, c'est la grande chaîne des républicains aux États-Unis. Ouais, sauf que justement, ces dernières années, bon, déjà, ils n'ont pas tellement soutenu Trump en 2020. Ils l'avaient davantage soutenu en 2016. Et puis en plus, vous dites la chaîne des républicains, et des républicains, c'est pas si facile. Vous avez les républicains de Washington, qu'on appelle les rhinos. Tout à fait. Et puis les républicains de l'Oklahoma, qui n'ont rien à voir, qui sont des vrais républicains. Absolument. Et justement, ils ont plus choisi les rhinos. Ils ont choisi les rhinos, ouais. Donc ça n'a pas été le bon choix. C'est, si vous voulez, comme... donc, au moins, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que vous avez deux personnalités extraordinaires. Bon, il y a Musk d'un côté et Trump de l'autre, qui font vraiment péter ce cadre institutionnel de l'information, l'un et l'autre. Ouais. Mais en Europe... Ouais. Bah après, même en Europe, ça peut être Twitter, enfin ça peut être X. Ça peut passer. Le canal technique sera très probablement Twitter. D'ailleurs, mais je passe des personnalités qui le font péter. Ce que je trouve intéressant aussi avec CNews, c'est que là où justement BFM TV, c'est une sorte de filtre de l'information, c'est-à-dire qu'ils vous montrent ce que vous avez envie, enfin parce qu'eux ont envie que vous voyez. Eux ont envie que vous voyez, et ils ne vous montrent pas ce qu'ils n'ont pas envie que vous voyez. Voilà. Et là où je trouve la stratégie de CNews intéressante, c'est que justement il y a beaucoup de sujets sur CNews qui sont choisis parce qu'ils fonctionnent sur Internet et sur Twitter notamment. Twitter est un réseau social qui est extrêmement influent sur la politique française et sur les débats de la politique française. Ben évidemment, c'est pour ça que va peut-être falloir qu'on réfléchisse à voir s'il ne faut pas mettre certains de nos débats directement sur Twitter. Comment on ferait ? Oui, bah déjà sur Twitter, il y a il y a cet outil, ce fameux outil, on peut faire ce qu'on appelle un space, c'est-à-dire une sorte de vocal en direct. Et puis on peut, enfin c'est ce que fait par exemple Tucker Carlson, il diffuse ses émissions en direct sur Twitter. Enfin sur là, X. Je vais demander je m'y ferai jamais. Guillaume ou Clément, je vais demander ça, comment on pourrait faire ça, parce que à mon avis, Twitter dans l'avenir va devenir l'endroit où il y aura tous les trucs intéressants. Bon, en tout cas, c'est ce qui se rapproche le plus d'une sorte de forum démocratique, c'est-à-dire qu'on a une liberté de parole. Auparavant, c'était d'ailleurs moins le cas, enfin c'était moins équilibré, puisqu'il y avait certains comptes soit qui étaient bannis, soit qui étaient... Et puis surtout que c'était contrôlé par les démocrates, voilà, le FBI et la CIA. Donc Et il y avait même quelque chose d'un petit peu plus insidieux encore que le bannissement, c'est-à-dire que le bannissement, c'est vous n'avez tout simplement plus le droit de tweeter, vous n'avez même plus le droit de regarder quoi que ce soit, mais il y a ce qu'on appelle le shadow ban, c'est-à-dire vous bannissez, mais ils préviennent pas ils vous préviennent pas que vous avez été banni, donc ça arrive pas au public. C'est-à-dire que vous racontez vos bêtises dans le post et ça arrive à nulle part. Vous devriez avoir 10 000 personnes ou 20 000 personnes qui voient votre tweet, et à la place c'est 10 fois moins, quoi. Et pareil, c'est des outils genre si on tape votre pseudo, on vous trouve pas, ou très difficilement, enfin voilà. Donc c'est des outils qui sont insidieux, c'est-à-dire que oui, t'as le droit de parler, mais un peu tout seul. Voilà, donc vous êtes pas du tout à égalité avec la gauche. Du côté de Limoges par là-bas. Exactement. Donc effectivement, en France, Twitter fonctionne très bien. Je vois pas, surtout avec l'esprit un peu taré de nos dirigeants européens. Je pense notamment à Thierry Breton alors Thierry Breton, c'est fantastique. Faut censurer l'IA, faut censurer Twitter, mais en revanche, faut absolument rien créer. C'est l'absence totale d'entrepreneuriat, d'initiative. Vous savez, c'est exactement des courtes lignes des fonctionnaires. C'est le but des fonctionnaires, des courtes lignes, c'est de ne rien faire. Ouais. Ce qui est important, et de ne rien laisser faire. Ouais, c'est exactement ça. Thierry Breton, c'est ne rien faire, ne rien laisser faire, ouais. Et faire confiance à Thierry Breton, qui s'est toujours planté partout où il est passé, mais enfin, c'est pas grave, quoi. Oui, mais je pense que c'est pour ça qu'il est là, précisément. Ben, vous savez, on retrouve en Europe tous ceux qui ont échoué partout ailleurs, quoi. Ouais, exactement. C'est un peu tristounet, mais... oui, c'est pas une bonne pub pour l'Europe, clairement. On a mis en Europe tous les crétins qui
Tous ceux qui ont échoué dans la politique nationale, on va les mettre là, ou alors on peut les mettre aussi au Conseil constitutionnel. Ouais, effectivement. C'est une deuxième porte de sortie qui est bien vrai. Aussi. Mais il y en a moins. Conseil constitutionnel, c'est pour ceux qui sont plus proches de la vraie retraite. C'est ceux qui ont plus de 70 ans, ils vont là. Plus de 70 ans et qui ont été vraiment à un poste assez élevé, comme Juppé, etc. C'est ça. Ceux qui ont un petit peu moins de 60 ans, en revanche, on les met à l'Europe parce qu'on se dit ils ont peut-être encore 5-10 ans de carrière devant eux. Et puis surtout, ils se font une très grosse retraite. Exactement. Enfin, cela dit, au Conseil constitutionnel aussi, hein, je crois que la retraite d'Alain Juppé, déjà son salaire c'est 17 000 € par mois au Conseil constitutionnel. Il a déjà sa retraite d'inspecteur des finances, de Premier ministre, de maire de Bordeaux. Il touche combien cet animal? Il doit toucher 400 ou 500 000 € par an, non? Je sais pas, mais du coup je comprends qu'il lui-même ne comprenne pas toutes les problématiques liées à l'inflation, parce que je pense qu'il a aucune idée de ce que ça coûte un paquet de pâtes, un blanc de dinde. Je pense qu'il a aucune idée de combien ça coûte. Il sait juste que son frigo est tout le temps rempli, donc il n'y a pas vraiment de problème, quoi. Et puis il est droit dans ses bottes, c'est bien. Ouais. Voilà, c'est important. Heureusement. Enfin voilà, je trouve ça déjà bon signe que BFM a perdu une audience assez monstrueuse. Ce serait qu'il ferme. Mais c'est tout ça, ça va. Mais d'ailleurs, peut-être que Altis sera racheté aussi par quelqu'un qui a aussi envie d'avoir une chaîne plus libre. Non, je vais vous poser une question là. Altis, ils font des téléphones qui vous, en passant par des poteaux là, qui vous transfèrent les commandes. Bon. Moi maintenant à Avignon, j'ai acheté un système qui part directement au satellite et j'ai pas besoin de que c'est fait par justement ce brave Musk. Ouais. Donc ça veut dire que dès que j'aurai la possibilité d'avoir un téléphone qui sera directement un téléphone sur le machin de Musk, j'aurai plus besoin de passer par les réseaux. Absolument. Tous ces gens-là sont morts. Mm-hmm. Oui, c'est le monde Orange est mort, Altis est mort, ils sont tous morts. Donc la valeur actualisée des actifs d'Altis ou d'Orange Today, c'est moins quelque chose. Ça vaut rien, ça vaut moins que rien. Ouais, c'est très possible. Ben non, vous regardez simplement ce que est en train de faire Musk et vous savez qu'il va les tuer. Ouais. Donc Altis aujourd'hui, ça vaut rien. Mais ça a quoi, je sais pas combien, 80 milliards de dettes ou je sais plus combien. Ça je sais pas, mais beaucoup. C'est monstrueux. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des banques qui vont ramasser une claque de 80 milliards. Ouais, forcément. Et je suis prêt à prendre un pari. Mm-hmm. Ma vieille expérience financière vous permet de dire que depuis 60 ans que je suis dans ce métier, chaque fois qu'il y a d'immenses claques que les banques prennent, à l'époque, il y avait toujours le Crédit Lyonnais. Ouais. Il en a pris tellement qu'il a fini par sauter, il a été racheté par le Crédit Agricole. Donc le Crédit Agricole, maintenant, est toujours bonne place pour ramasser la claque. Donc, allez, j'en sais rien, je veux pas faire de peine aux gens, mais je suis bien persuadé que le Crédit Lyonnais va être dans le coup. Ok, très bien. Vous prenez bonne note? Oui, je prends bonne note, surtout que j'y suis, donc ça m'arrange pas. Oh, il va pas fermer. Mais voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est dans les banques, vous remarquerez que c'est toujours les mêmes 2 ou 3 banques qui toujours prennent la claque. Par exemple, aux États-Unis, c'est toujours Citicorp qui est à la veille de sauter. Et vous regardez depuis un siècle que Citicorp existe, dans toutes les crises, à chaque fois, elle est à la veille de sauter. Ouais. Donc il y a des cultures de banques qui sont tout à fait spéciales. D'accord. Et donc, regardez beaucoup. Je vais regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Ok, je vais peut-être retirer mon assurance vie alors du Crédit Lyonnais, oui. Du Crédit Lyonnais, ouais. Non, c'est à vous. C'est pas un problème. Si vous êtes dans une assurance vie, en principe, sauf si c'est en obligation, j'espère que vous n'y êtes pas. Non. En principe, si c'est des actions, c'est à votre nom. Donc, ils ne peuvent pas vous le piquer. D'accord. Ça ne tombera pas dans le pot commun. Mais si vous avez du cash, le gras salaire excessif qu'on vous paye ici, en début de mois, eh ben, ça vaut, si le Crédit Lyonnais saute, ils vous le prendront. D'accord. C'est pas bon signe, ça. C'est pas bon signe. C'est pas une bonne idée. D'accord, ok. Bon, je prends note en tout cas. Voilà, c'est important. Donc voilà les sujets. Je voulais parler essentiellement aujourd'hui de politique française, de cette question. Vous avez senti mon enthousiasme. Hein. Oui, ouais. Tout au long de cette émission. Parler des heures de crétin, j'ai un mal. Ouais. Le problème, c'est qu'on a presque que ça ici, en tout cas au pouvoir. Donc, Et pourtant, c'est un pays qui, encore une fois, ne mais il n'y a pas de crétin en France, il y en a que dans la politique. Oui, c'est ça. Non, parce qu'encore une fois... Si vous allez parler à votre crémier, ça va être intéressant. Je voyais tout à l'heure même qu'il y avait beaucoup d'équipes américaines qui saluaient les efforts d'une équipe française dans l'intelligence artificielle. Je me disais, mais mon Dieu, mais c'est incroyable qu'on ait encore des Français qui soient capables de faire des trucs parce que...
l'État les empêche tellement de le faire que c'est complètement dingue. Oui, mais encore une fois, si vous voulez, l'État les empêche de le faire, mais pour les empêcher de faire quelque chose, il faut d'abord le comprendre. Donc, dans l'intelligence artificielle, il y a toute une série d'activités comme ça où, comme ils comprennent rien, ils peuvent pas faire ils peuvent pas l'empêcher. Oui. Mais dès que il y aura un ou deux de ces hauts fonctionnaires qui comprendront, là, je suis bien sûr qu'ils vont essayer de l'empêcher. Ouais. Mais tant que c'est nouveau et qu'ils comprennent rien, tout va bien. Donc, la France, c'est pas un mauvais pays pour avoir un nouveau truc. Ouais. Mais dès que c'est plus nouveau, paf, ils vont vous bloquer. Ouais. C'est un peu le problème, justement. Là, il est en train de plancher dessus, le fameux Thierry Breton. Il veut interdire plein de trucs par rapport à l'intelligence artificielle. Donc je suis pas rassuré, mais bon, ça ne l'empêche pas de rien y comprendre non plus, hein, quand même. Dans un premier temps, ils comprennent rien. Je crois qu'il est agrégé de lettres, donc tout va bien. Ouais, bah du coup j'imagine que ça va. Alors, ouais, je fais ça, ok, je suis rassuré. Ça va. Bon, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude. Alors on remercie le DAF. Il a eu beaucoup de patience quand, en entendant parler de tous ces hommes politiques, il est sorti de son lit habituel, il est allé se mettre sur le sol parce que ça le brottait. Exactement. Et il a pas trop ronflé en plus, donc franchement, on salue l'effort. Et voilà. Voilà, donc je vous remercie évidemment pour votre attention tout au long de cette émission. Comme chaque semaine, je vous rappelle que toutes ces émissions, elles sont disponibles en format podcast, sur Deezer, sur Spotify, maintenant aussi sur Apple Podcast, que nous sommes sur tous les réseaux sociaux, hein, vous pouvez les voir dans la description, sur Twitter, X, sur TikTok, sur Instagram. Et sur Facebook également. Et sur ce, je vous dis encore un grand merci. Et également à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de nous envoyer des sujets qui pourraient vous intéresser. Hein. Évidemment. Parce que aujourd'hui, ça ne m'a pas intéressé. Je peux comprendre. Je savais que vous ne seriez pas hyper fan. Mais bon, il y avait un peu que ça en France, donc voilà. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.